Bonjour à tous. Alors, ces derniers temps, on nous parle du professeur Didier Raoult, de la chloroquine et d'un possible remède miracle contre le coronavirus. Alors, ça fait quelques jours que j'entends parler de cette histoire, et visiblement, les médias, après avoir fait silence sur ce remède miracle supposé, commencent à en parler, et on commence un petit peu partout à entendre parler du professeur Didier Raoult, qui, selon les uns, serait un expert médical mondial de l'infectiologie, un ponte dans son domaine, un scientifique, un vrai, et selon les autres, serait un personnage un peu plus douteux, un personnage auquel on ne pourrait pas faire totalement confiance a priori. Alors je laisse les gens se quereller sur les possibles conflits d'intérêts entre le professeur Raoult et le mari de notre ancienne ministre de la Santé. Il est toujours important de garder à l'esprit que les conflits personnels prennent très souvent le pas sur les affaires politiques et sanitaires. Mais mon problème ce soir n'est pas là. Il est simplement de poser la question, quel est le problème? Quel est le problème avec ce remède proposé par le professeur Raoult? Alors d'ailleurs, je précise que on appelle ce remède la chloroquine, mais qu'en fait, le vrai nom c'est l'hydroxychloroquine. Hein, la confusion pourrait d'ailleurs entraîner quelques déconvenues. Ce qu'on nous dit, c'est que ce remède n'aurait pas fait la preuve de son efficacité. Alors quand on parle de preuve en science, faut savoir qu'on parle de quelque chose de précis. Pour qu'un médicament puisse être considéré comme un remède efficace face à une maladie, il faut qu'il ait été testé selon un protocole. Il faut qu'il ait été testé sur un échantillon représentatif suffisamment important pour qu'on puisse considérer les résultats comme probants. On va pas simplement le tester sur une dizaine de personnes et dire bah ça a marché sur 7 ou 8 d'entre eux, donc c'est bon. Parce qu'évidemment, 70% sur 10 personnes, eh bien ce n'est pas la même chose que sur 10 000 ou 100 000 personnes. Donc on ne peut pas s'avancer et crier victoire. On ne peut pas présenter à ce jour ce remède comme un remède miracle. Ce serait quelque chose d'imprudent. Et pour ceux qui me suivent, vous savez que je préconise la prudence. Alors, la question m'est venue, mais si on ne peut pas affirmer que ce médicament est efficace, on peut se poser une autre question. C'est quel est le risque qu'on prend à prescrire ce médicament? Est-ce que le risque, c'est qu'il ne soit pas efficace? Ou bien est-ce que le risque, c'est qu'il puisse aggraver la situation? Parce que quand on est dans une situation d'urgence, quand on est dans une situation où il faut agir en quelques jours, voire en quelques heures, on est bien d'accord que on ne peut pas faire les choses comme s'il n'y avait pas d'urgence. On ne peut pas faire les choses comme si il n'y avait pas une pression du temps. Donc on est obligé d'agir en dépit du protocole. La question qui se pose alors, c'est quel est le risque qu'on prend? Parce que si on prescrit ce médicament et qu'on s'aperçoit que les effets secondaires, que les effets indésirables aggravent le cas du patient, ce serait effectivement très imprudent de l'autoriser et de le prescrire. Mais j'ai cru comprendre, en me documentant un petit peu sur le sujet, que ce médicament, cette molécule, était connu depuis quelques années et qu'il avait été mis au point suite à une précédente contamination virale, contamination par le SRAS ou le SARS, selon la langue dans laquelle on parle, et qu'il avait fait la preuve d'une relative efficacité, et que le professeur Raoult, qui l'a mis au point, a dit que il pourrait servir en cas de nouvelle épidémie de coronavirus
telles que celles que nous rencontrons aujourd'hui. Là où je m'étonne, c'est que je n'ai trouvé aucune information sur la dangerosité de ce médicament. Et si ça m'a étonné, c'est parce que si ce médicament n'est pas dangereux, autrement dit, si le risque qu'il aggrave le cas des patients n'existe pas ou existe de manière tellement faible qu'on ne puisse pas réellement parler de risque, bien à ce moment-là, pourquoi ne pas tout simplement essayer ? Qu'on présente ce médicament comme un remède miracle, je trouve que ce n'est pas forcément une attitude prudente. Parce qu'alors on crée de l'espoir, et s'il s'avérait que ce médicament était un échec, eh bien on aurait créé une fausse joie qui ne me semble pas de nature à apaiser les choses. Maintenant, si l'idée c'est de vouloir tester ce médicament en suivant le protocole classique, c'est-à-dire de prendre le temps et de composer un échantillon représentatif suffisamment important pour qu'on puisse avoir des résultats probants. Bien là, ça devient compliqué, parce qu'on n'a pas le temps. Donc se pose à un moment donné la question de la balance risque-bénéfice. Et quand on est face à ce genre de situation, on doit prendre une décision, celle qui est la moins coûteuse, celle qui est la moins risquée, celle qui, dans une perspective utilitariste, pourrait être considérée comme la solution optimale. Si ce médicament ne présente pas de risque majeur en termes de détérioration de la santé des patients, si ce médicament a déjà été utilisé par suffisamment de personnes pour qu'on puisse mesurer sa dangerosité et considérer que, comparativement, il présente moins de risques que de laisser courir le coronavirus. Bien à ce moment-là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on veuille à tout prix respecter un protocole scientifique qui est difficilement réalisable dans une situation d'urgence, si par ailleurs on sait que le risque est plus faible que le bénéfice. Ça me fait penser, vous savez, comme si on était enfermé dans un bâtiment qui prend feu et qu'on attendait un appel de l'extérieur pour nous dire par quel chemin il faut passer. Et à ce moment-là, une des personnes prises dans l'incendie remarque qu'il y a une trappe au sol, et cette trappe, on ne sait pas exactement où elle mène. Elle peut mener à un cul-de-sac, mais elle peut mener aussi aux égouts, elle peut mener à la sortie. On ne va pas prendre cette trappe si le risque qu'on se retrouve coincé est plus important que la chance qu'on s'en sorte. Mais supposons que le téléphone sur lequel on est censé recevoir l'information n'ait plus de batterie. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On décide de ne pas emprunter cette trappe parce qu'on ne sait pas où elle mène. On se laisse consumer par le feu en se disant que il est irrationnel de suivre un chemin dont on ne connaît pas l'issue. Ou bien est-ce qu'on décide tout simplement de sauver sa peau ? Encore une fois, je ne suis pas un partisan de la précipitation, ni de l'impatience, ni de l'emballement. Je suis un partisan de la prudence et de la mesure. Et ne comprenant pas la timidité de certains à employer un remède dont il semblerait, et vous noterez le conditionnel, qu'il comporte plus de chances que de risques, qu'il comporte plus d'espoir que de danger, bien je ne comprends pas qu'on s'acharne, comme le font certains, à le disqualifier, à le déconsidérer, à le mépriser.
je vois fleurir sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, des publications et des vidéos de personnes qui, au nom de l'esprit critique, le sacro-saint esprit critique, dire que on n'a pas de preuve que ce remède est efficace. On n'a pas suivi le protocole. On n'a pas fait les choses dans les règles. Il faut du temps avant de se prononcer. Alors oui, il faut du temps pour se prononcer, c'est certain, mais il faut aussi penser que le temps nous est compté. Et que face à ce genre de dilemme, il y a une question qui permet de résoudre le problème, au risque de me répéter. Quel est le risque ? Je comprends l'attitude sceptique, zététique, qui consiste à ne pas se prononcer tant qu'on n'a pas de preuves. Je comprends qu'on nous invite à la méfiance et à la prudence. Mais la prudence, c'est savoir agir en fonction des données du moment. La prudence, ce n'est pas l'attentisme, ce n'est pas la passivité indéfinie. Et quand je vois certains membres de la communauté sceptique, que je respecte par ailleurs, nous informer que leur conjointe est atteinte du coronavirus, et profiter de cette publication pour lancer une petite crotte de nez au professeur Raoult, qui propose une solution. Bien, je ne me dis pas que il faut suivre aveuglément le professeur Raoult. Je me pose simplement la question, quel est le risque ? Quel est le bénéfice ? Je ne comprends pas qu'au nom de la pensée critique et de l'attachement à la démarche scientifique, on ne se pose pas les questions essentielles, les questions simples. Que le professeur Raoult soit un personnage contesté, ok. Mais que vaut son remède ? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a une autre question qui prévale sur celle-là ? Que vaut son remède ? Encore une fois, proclamer que la chloroquine est un remède miracle qui va tout résoudre, ça me paraît aujourd'hui, à l'heure où je parle, d'une grande imprudence, parce que ça crée un espoir dont on n'est pas certain qu'il sera satisfait. Mais faire des publications sur les réseaux sociaux pour aligner des vidéos de débunkage et des articles de fact-checking ou je ne sais quel bordel pour dire que le professeur Raoult n'est pas quelqu'un de sérieux et qu'il ne faut pas utiliser ce qu'il nous propose, les gars, c'est criminel. Et je vois beaucoup de commentaires sous les vidéos de cette communauté sceptique qui commencent à se montrer sceptiques justement sur la communauté sceptique. Parce qu'à part se moquer des religieux, se moquer de l'homéopathie, prétendre qu'il faut respecter ceux avec qui on n'est pas d'accord, mais que quand même on peut les traiter de cons de temps en temps. Enfin, toujours est-il que ces petits roquets de l'esprit critique, ils vont avoir des comptes à rendre à un moment donné. Ils vont avoir des comptes à rendre. Parce que quand on parle au nom de la science et de la rationalité, à un moment donné, on est jugé sur ses résultats. Et si on s'apercevait que la méthode scientifique, telle qu'elle est défendue par ces gens-là, conduit à la mort de centaines ou de milliers de personnes, il n'est pas certain que la confiance en la science s'en trouve augmentée. Et moi, ça fait un petit moment que j'essaye d'alerter sur la tendance très fâcheuse de cette communauté sceptique à agir comme des religieux de la science, comme des gourous de la science.
avec leur petit cheptel qui les défendent coûte que coûte, qui trouvent toujours le moyen de renverser les arguments pour ne pas répondre aux questions, qui trouvent toujours la petite bête pour faire croire que c'est l'autre l'allumé, c'est l'autre l'imbécile, c'est l'autre le conspi, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Faites gaffe les mecs. Franchement, faites gaffe. Faites gaffe de ne pas confondre la zététique avec l'idéologie scientiste. Vraiment, faites gaffe. Vous savez que ça fait un petit moment que je vous ai mis en garde par rapport à ça. Et que plus ça va, et plus vous donnez raison à vos détracteurs, plus ça va, plus apparaît votre motivation politique, idéologique, voire religieuse. Et je sais que vous ne comprenez pas ce genre d'accusation. Je sais que vous ne comprenez pas qu'on puisse vous accuser d'avoir une attitude religieuse, parce que vous considérez qu'un athée ne peut pas être religieux. Vous n'avez simplement pas compris ce que signifiait avoir une attitude religieuse. La base de l'attitude religieuse, c'est le prosélytisme. C'est la profession de foi. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? La profession de foi. Le désir d'éduquer nos enfants, donner des cours de zététique à l'école, rendre obligatoire l'apprentissage de la zététique, diffuser les vidéos de la zététique à l'école, et ce genre de questions qu'on voit passer parfois en commentaire. Mais comment faire pour que tout le monde suive les recommandations de la zététique? Comment faire pour convaincre ou convertir mon voisin, ma mère, mon père, ma tante, mon meilleur ami, ma copine? Comment faire? Quels sont les arguments? Vers quoi je peux les renvoyer pour les convaincre? Pour qu'ils ouvrent les yeux? Pour qu'ils voient la lumière? Écoutez cette petite musique de fond dans le discours des zététiciens. Écoutez cette petite musique. Écoutez ce besoin de pointer du doigt tous ceux qui s'écartent du dogme, tous ceux qui sont coupables d'hérésie. Remarquez aussi ce besoin de traquer les mots qui ne font pas partie de l'orthodoxie. On se croirait dans 1984. Un tel a prononcé le mot énergie, un tel a prononcé le mot attraction, un tel a parlé de réseau, un tel a parlé de secret d'État. Oh, le secret d'État! Quel conspirationnisme! Parler de secret d'État, mais enfin. Comme si nous n'étions pas en démocratie. Allons. Ouais. Donc on se retrouve avec un professeur scientifique, Didier Raoult, qui a l'air d'en avoir strictement rien à foutre. Bon, au départ, je pensais que c'était un cosplay de Patrick Sébastien. Je pensais que c'est Patrick Sébastien qui nous faisait une blague et qui s'était mis dans la peau d'un scientifique à cheveux longs. La première fois que j'ai mis le son sur ma télé, je croyais qu'il allait nous faire l'accent de Carcassonne, vous savez. En fait, non. Non, on a un homme qui a l'air à peu près droit dans ses bottes et qui raisonne de manière pragmatique. Je suis un scientifique, j'ai 600 patients par jour, il y a un problème, je propose un remède. Et puis, si ça marche, autant l'utiliser. Enfin bref, toujours est-il que la seule et unique question qui reste à l'ordre du jour, c'est quel est le risque? Voilà, c'est la seule question. Et tout ce qu'on pourra dire pour éviter de répondre à cette question, je ne le considérerai que comme une tentative d'entourloupe. Donc si vous pouviez m'éclairer, si vous pouviez m'informer et m'envoyer des documents scientifiques qui montrent la dangerosité de ce remède, ou en tout cas des suspicions suffisamment fortes pour devoir être prises en compte, bien n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça.
Et j'espère qu'il y en aura. J'espère que vous m'enverrez une tonne de documents qui montrent que ce remède qu'on propose présente des risques d'aggravation de la santé des patients atteints par le coronavirus, parce que si tel n'est pas le cas, eh bien ça signifie que on sacrifie des vies humaines au nom de l'idéologie, au nom de la politique, au nom du mensonge. Soyez prudents.